Bonjour les amis. Alors, troisième partie de la vidéo sur laquelle je commente la vidéo de Bourseco sur investir en dehors des États-Unis. Donc là, dans cette partie, il parle de l'Inde, où il y a des problèmes en Inde au niveau de la réglementation, etc. Mais les Européens ou les Américains qui investissent en Inde, ils voient le monde autour d'eux, ils pensent que l'Inde, c'est pareil, en plus dynamique. Mais le souci quand tu vas en Inde, c'est que ce que tu oublies, c'est qu'ils n'ont pas du tout le même système que nous. Je veux dire, il y a des comptes qui sont trafiqués, il y a Ok, il y a des comptes qui sont trafiqués. C'est du potentiel de croissance économique parce qu'il va y avoir plus d'entreprises d'audit. de la corruption. Alors je sais qu'on dit que la corruption Potentiel de croissance économique, plus de contrôle de la corruption. revient en France, mais je veux dire, on est sur des niveaux, et il y a des réglementations qui sont délirantes. Ils ont flingué le secteur des télécoms à cause de réglementations. Euh, Ok, donc ils ont flingué, ils ont ouvert le secteur des télécoms, je crois. Donc ils ont fait plus de compétition. Donc en fait plus de croissance économique. Mais c'est vrai que les entreprises de rente qui avaient peut-être des prix trop chers sur les télécoms, elles se sont fait avoir. Elles se sont fait, pas avoir, mais elles se sont fait attaquer. à des coupures d'électricité, des trucs tout bêtes, tu vois. Il y a des coupures d'électricité et vous savez quoi? C'est une opportunité extraordinaire pour les investisseurs en énergie. C'est comme ça que ça marche. Problème, solution, solution, croissance. Parce que je veux dire, comment est-ce que tu peux avoir le nouveau méta si tu as des coupures d'électricité 3 fois dans la semaine? Je veux dire, c'est physiquement. Et comment est-ce que tu peux avoir le nouveau méta? Premièrement, tu peux gagner de l'argent sans trouver le nouveau méta. Sinon, on aura du mal. Deuxièmement, ils vont régler les coupures d'électricité. Ça, tu peux en être sûr. On peut tous en être sûr. Ça va être réglé à 5, à 10, à 15 ans, je sais pas. Mais les gens sont inventifs, ils vont trouver des solutions. Impossible. Si tu as des litiges commerciaux, tu as une lenteur pour résoudre les problèmes juridiques, ça prend des années, etc. Donc, on Je crois que ça me rappelle un certain pays que je ne citerai pas. Mais bon, ça arrive partout, ça. part pour acquis. Tu vois, c'est comme quand tu es dans un pays où tu as des routes magnifiques, où tout est nickel, etc. Et puis qu'après, tu vas, je sais pas, au Népal et que tu n'avais pas pris en compte que ton camion, il peut pas aller partout, tu vois. C'est le même principe. Cet écosystème basé sur le business qu'il y a aux États-Unis, qui est un peu moins vrai en Europe, mais où on a quand même une énorme stabilité. Et après, quand tu dois faire du business en Inde, et pas n'importe quel business, on parle quand même de faire des multinationales qui vont concurrencer les géants américains ou européens. Je sais pas pourquoi il parle de concurrencer les géants américains de la tech. Moi, je vois que ce que j'ai compris de son exemple, hein, je vois qu'il y a beaucoup de potentiel pour les entreprises d'infrastructure en Inde pour se développer. Et on peut investir là-dedans. Parce que les routes sont mauvaises, voilà, donc il faut développer les infrastructures. On va peut-être pas essayer de faire des nouveaux méta à chaque fois, mais on va gagner de l'argent sur l'amélioration des infrastructures dans le pays. Ben, je pense qu'aujourd'hui, bon courage pour soit faire du stock picking là-bas, comme disait Loris, c'est compliqué. Il nous manque les codes, hein, tout simplement. Ça, c'est vrai. Bon, parce que moi, je me suis pas intéressé à l'Inde, mais après, si tu t'intéresses à un pays suffisamment longtemps, si tu fais le travail, l'Inde, il communique en anglais. Je pense que si tu fais le travail 6 mois, un an, tu peux avoir un bon niveau pour commencer le stock picking en Inde. Moi, je me suis plus concentré, bon, vu que j'ai des enfants sud-africains de la famille de là-bas, donc sur l'Afrique du Sud, donc voilà, j'ai commencé à connaître les entreprises. Voilà, au bout d'un moment, je suis à l'aise. Après, là, comme je parle espagnol, j'ai pu continuer sur l'Amérique latine, bien que les entreprises communiquent en anglais aussi. Bah, c'est très simple. L'Inde est peut-être un peu plus compliqué. Le pays qui pose le plus de problèmes pour moi, c'est le Japon, parce que je comprends rien du tout. Et, euh, et je connais pas les produits, etc. Donc, oui, c'est vrai que ça dépend comment on va investir. Ça peut être compliqué, mais dire qu'il n'y a pas d'intérêt à y aller, c'est comme si dire qu'il n'y a pas d'intérêt à étudier telle ou telle matière parce que c'est difficile. L'intérêt, c'est le résultat, c'est pas la difficulté de la matière. Et même pour les ETF, parce que aller sur des ETF, ça reste faire un pari des grosses. Regarde un ETF européen, ben on voit tout de suite qui ressort, hein.
on les nommait les ASML, euh, LVMH, Novo, c'est toujours les mêmes qui ressortent. Et, et moi, j'ai du mal, et je reviens sur la devise, je n'arriverai pas à avoir 30% de mon portefeuille en roupies. Moi, j'aurais 100% de mon portefeuille en roupies, aucun problème. Mais aucun problème. Du moment que c'est des entreprises à faible valorisation, là, c'est mal comprendre la bourse, en fait. Parce que la bourse, tu investis pas dans la monnaie. Tu investis dans la création de richesse des entreprises. Donc moi, donnez-moi un portefeuille d'équivalent de 10 millions d'euros, mais en roupies, je signe tout de suite. J'achète. J'achète. Non, parce que de toute façon, si la monnaie baisse, ça va tout va s'égaliser parce que c'est le free market, c'est le marché libre. Les monnaies fluctuent, mais si la monnaie baisse trop, après, les exportations augmentent, donc elles remontent. Tout ça, c'est le marché qui équilibre les choses. Donc ça, c'est pas comprendre en fait ce qu'est une action vraiment et ce qu'est une monnaie. Moi, j'ai eu des dévaluations. J'ai eu des actions africaines, là. Le Nigeria, ils ont dévalué leur monnaie de 50%. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, les profits baissent. Et là, cette année, les profits remontent. Pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté les prix de 50%. Et voilà, fini. C'est comme ça que ça marche. C'est quand même. Non, mais ça demande non seulement d'avoir confiance dans les boîtes, mais ça demande à avoir confiance dans le pays lui-même, dans effectivement la dette, l'armée. C'est un ensemble en fait de choses. Et En fait, c'est ne pas comprendre qu'il y a des forces trop puissantes à l'œuvre. Les forces trop puissantes à l'œuvre, c'est toute la capacité des gens du pays à travailler, à faire tourner l'économie. Donc, euh, vous voyez jamais un pays qui a une baisse du PIB en nominal euh, durant très forte durant longtemps. Toujours, quelle que soit la monnaie, le PIB continue d'augmenter pour ces pays en développement. Pourquoi? Parce que c'est des forces de millions et de millions de personnes qui travaillent, qui investissent, qui économisent, et ça tire vers le haut. C'est comme mettre un ballon sous l'eau, quoi. Tu peux pas. Alors après, s'il y a vraiment une gestion très très mauvaise, comme l'Argentine dans les années 2000, ou le Zimbabwe qui était sous sanction, qui a chassé les fermiers, etc. Ok, ouais, sur un petit pays, ça peut vraiment s'écrouler, mais là, on parle de l'Inde ou de la Chine, en fait. L'Inde et la Chine, ils sont là, ils étaient là avant nous, ils seront là après nous, et ils seront plus forts et plus puissants. Et le Brésil, pareil, les gros pays, quoi. Après, les petits pays, oui, il faut faire attention aux petits pays, genre le Bhoutan, le Sri Lanka. De toute façon, on ne peut pas y investir directement. Allez, on continue. est-ce que les États-Unis vont tout le temps rembourser leurs dettes? On peut le penser. Par rapport à l'Inde, en tout cas, je serais beaucoup plus à l'aise avec de la dette américaine que de la dette indienne. Là, il n'y a aucun argument, aucune raison rationnelle. C'est une évidence. Les Non, institutions, c'est pas une etc. Donc, évidence. moi, je vis très bien d'avoir très peu de marchés émergents. Voilà, je dors très bien la nuit. Et si j'avais 30% en Inde, je pense que j'aurais beaucoup de mal à tenir. T'en as encore? Moi, j'aurais 100% en Inde, aucun problème. Pour l'instant, j'ai 0% en Inde. Mais si j'avais 100% en Inde, aucun problème. Du moment que ça me paye des bons dividendes, voilà, que j'ai une certaine liquidité de sortie avec un compte courtier, aucun problème. Aujourd'hui, toi, des marchés émergents, Xavier? Oui, parce que j'ai des ETF qui traînent sur des assurances vie. Mais Ok. je sais pas, peut-être 5%, ouais, entre 5 et 10% de la totalité de mon portefeuille. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, mais quand on discute avec des investisseurs américains, ils ne regardent que les États-Unis. Ça, c'est très intéressant. Ça montre où est l'opportunité parce que ces choses-là n'arrivent pas par hasard. C'est des gens qui ont été conditionnés par des années de succès. Ils pensent qu'il n'y a que ça qui peut marcher. Qu'il y a que ça qui peut marcher. Mais déjà, depuis le début de l'année, depuis l'année dernière, ils font moins bien que les marchés émergents. Là, par exemple, depuis le début de l'année, le Brésil, 21%. Justement, j'ai fait mes premiers achats au Brésil. Depuis le début de l'année, la Chine, 20%. Depuis le début de l'année, les États-Unis, 0,7%. Donc,
Les investisseurs américains vont faire comme tout le monde. S'il y a quelque chose qui marche pendant 3 ans, ils vont vouloir suivre. Ils vont tous être à fond sur les émergents. Ou alors si les États-Unis continuent de faire plat durant 3 ans, je dis pas que c'est ce que je pense qui va se passer, mais ils vont tous vouloir être ailleurs. Parce que la psychologie humaine, en fait, elle change jamais. Les gens, ils veulent acheter ce qui a déjà monté. Et là, ce qui a déjà monté jusqu'à 2023, début 2024, c'était juste les États-Unis. Ça a commencé à changer. Et je pense que ça pourrait continuer à changer. Pas forcément, mais il faut être prêt pour tous les scénarios. Là, il y a beaucoup de ce qu'on appelle recency bias, le biais de récence. Donc les gens ils disent, oh ouais, les 5 dernières années, c'était bien les États-Unis, donc il n'y a que ça qui marche. Ben, on verra. Il y a une époque où tout le monde voulait être dans les émergents. Il y a une époque où tout le monde voulait être au Japon. Donc la psychologie des investisseurs américains, c'est plutôt un point contrariant. Ça c'est clair. Donc, dès qu'une entreprise n'est pas sur le marché américain, ils ne la regardent pas. Donc, par exemple, SML, ils l'ont regardé parce qu'elle est cotée au Nasdaq. Sinon, ils ne la regardent pas. Et tu voulais dire quelque chose, Abdallah? Oui, non, en fait, c'est très Ben drôle ouais, ben, parce qu'aux cette année, États-Unis, ils perdent. ils disent Enfin, US ils vont 0%. Equity, International Equity. Genre, tout le reste, c'est C'est vrai. pareil pour eux. Et ils ont raison. Ils ont les plus belles sociétés. Ils connaissent comment les méthodes comptables, etc. Ils connaissent comment ça marche. Ils peuvent être clients si c'est du particulier. Et comme tu l'as dit, c'est un bon point. Mais effectivement, lorsqu'on lance des magasins, des restaurants ou autres, on peut en ouvrir 5000 aux États-Unis et après on peut aller à l'international. Si vous êtes Pour les stock pickers américains, ils ont raison. Ceux qui vraiment font des analyses des nouvelles entreprises de croissance aux États-Unis, qui analysent les entreprises value aux États-Unis, ils ont raison de faire que des USA. Pour le average Joe, le Joe normal, Joe, qui achète qu'un tracker, un index, non, il n'a pas raison. Et d'ailleurs, cette année, il n'a pas raison non plus en termes de résultats. Et peut-être qu'il aura raison à long terme. Je pense que celui qui investit que aux États-Unis, il aura un résultat raisonnable. Donc, utilisant le mot raison, il a peut-être raison. Mais il peut laisser beaucoup sur la table. Il peut laisser beaucoup de patates sur la table. Il peut manquer beaucoup d'opportunités. en France, vous allez faire peut-être 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, il faut alors partir sur d'autres pays européens, traduire. C'est pas les mêmes. Enfin, plein de choses qui changent. Donc, ça, c'est vrai que c'est une vraie force des États-Unis. Mais les investisseurs américains, et ils ont peut-être raison de le faire, et moi je comprends, ils ne regardent que les États-Unis. Et concrètement, même on peut prendre l'exemple de Warren Buffett, c'est intéressant. Warren Buffett a investi au Japon, il a fait d'ailleurs des super coups. Pourquoi y aller? Je pense qu'il y allait surtout pour vraiment le coût d'opportunité que ça représentait, mais ça représente rien par rapport à son exposition US. Warren Buffett, il est allé au Japon parce qu'il a l'esprit flexible. Il est plus intelligent que l'investisseur américain moyen. Il a fait des très bons résultats en utilisant à chaque fois différents types d'investissements. D'abord du deep value, des choses en étant activiste. Et puis quand il avait trop d'argent, il a fait des coups sur des récupérations comme American Express. Il a fait de la croissance. Et il a vu de la valeur en dehors des États-Unis et il y allait assez fort. Il a pris le maximum qu'il pouvait des entreprises. Je crois qu'il y a des taux de participation suite auxquels les obligations réglementaires changent. Il y allait fort. 99%. On est quand même sur le gars qui a plus que la Fed en termes de T-bills, donc d'obligations américaines. Il n'y a que des sociétés américaines qui produisent une grosse partie de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Alors oui, il a tenté un petit coup au Japon, d'ailleurs ça a fonctionné et ça faisait plutôt sens dans le timing. Concrètement, vous discutez avec un Américain, tous les investisseurs américains ne regardent pas les autres marchés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne connaissent pas ces marchés-là. Donc, ils ont raison, je pense, de ne pas aller sur des marchés qu'ils connaissent, parce que l'Europe est quand même bien différente des États-Unis. C'est vrai. Et deux, tout simplement parce qu'ils ont les meilleurs. Quand vous avez les meilleurs, vous avez déjà 500 entreprises qui sont quand même globalement intéressantes.
vous rajoutez, allez, même on peut aller jusqu'à 2000 si vous prenez le Russell 2000. Les small cap américaines, ça vaut déjà 10, 15, 20 milliards, quoi. Une small cap France. Alors, ils ont les meilleurs. Oui, on peut dire qu'ils ont certaines entreprises des meilleures, surtout la grosse tech. Néanmoins, les retours sur les profits des actionnaires se basent aussi sur la valorisation des points d'entrée. Donc, il est possible qu'ils fassent du surplace pendant longtemps ou qu'ils fassent des résultats inférieurs aux émergents ou à l'Europe sur une période donnée. Et après, est-ce qu'ils seront prêts à l'accepter? Ils vont l'accepter 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il y a eu des périodes sur lesquelles où c'était plus long. Et là, ça commence à paniquer ou avoir le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité. Ça, c'est 200 millions. Je suis complètement d'accord. Il y a une prime aux États-Unis qui est méritée. Euh, Pas mérité selon moi. Bon, on arrête la vidéo là, on va voir s'il y a des autres choses à commenter.